Merci de votre fidélité à Gangan TV. Bienvenue dans cet autre numéro de Café Débat. Un plaisir pour moi de vous retrouver au compte de cet autre numéro et qui reçoit comme invité M. Bahouri, premier vice-président de l'UFDG. Avec lui, on va parler principalement de cet accord financier qui est appelé moisson présidentielle, en tout cas à l'actif d'Alpha Condé, de nous rapporter 20 milliards de dollars de la Chine. Quelle est la compréhension de M. Bahouri de cet accord financier? Il nous le dira tout à l'heure. Puis avec lui, on va parler de politique, notamment la menace de reprise des manifestations par l'opposition et le sujet lié au budget adopté à l'Assemblée pour les élections locales par les députés et l'avant-projet du chronogramme présenté par la même CENI au cours de la réunion du comité de suivi des accords. Monsieur Bahouri, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Merci de m'inviter et j'en profite pour saluer tous les téléspectateurs de Gangan TV. Merci de la disponibilité. On va d'abord commencer par un dossier judiciaire, le dossier sur l'assassinat du journaliste Mohamed Koula Diallo le 5 février 2016. Le procès devait reprendre avant-hier. Effectivement, les médias sont allés pour couvrir. Vous-même, vous y étiez en tant que partie civile. Mais sauf que le procès a été reporté. Quelle est votre réaction à ce report? Quelle explication a-t-on donné à ce report? Le ministère public, cela veut dire le procureur, pour ceux qui ne connaissent pas le jargon des tribunaux. Le procureur qui a en charge le dossier étant absent, a été remplacé par un autre de ses collègues. À l'audience, ce dernier a indiqué, n'ayant pas une bonne connaissance du dossier et une meilleure maîtrise de ce dossier, il a demandé à ce que le tribunal accepte de reporter la tenue du procès au 25 septembre prochain. En fin de compte, c'est ce qui a été adopté. Ça fait plus d'un an que Mohamed Koula a été assassiné. Depuis lors, la procédure judiciaire a été mise en branle, des gens avaient été arrêtés, ainsi de suite. Comment comprendre qu'un procès qui avait été programmé une fois, qui a été reporté, et qu'une autre fois encore, que l'argument qu'on avance, même si c'est le droit et que c'est acceptable, on ne peut rien contre, qu'on dise tout simplement parce que le substitut du procureur ne maîtrise pas le dossier. Comment ça se fait qu'il ne maîtrise pas le contenu d'un tel dossier, étant donné le temps que ce dossier aussi a pris? Est-ce qu'il n'y a pas une mauvaise volonté du côté de la justice de faire jaillir la vérité dans l'assassinat de ce journaliste-là? Bon, c'est prématuré de donner un avis global. Ce qui a été indiqué est fondé, puisque le procureur en charge du dossier était revenu le lundi à 5 h du matin. Pour la sérénité de jugement, peut-être qu'ils ont estimé qu'il fallait qu'il se repose avant de reprendre. Bien. Et comme vous le savez, les dossiers criminels... qu'un tel dossier, si l'État ne le minimise pas, si la justice ne le minimise pas, que le procureur se permette de rentrer au pays le même jour où le procès doit reprendre. Au-delà de vous, si vous comprenez cette situation, moi je dis qu'on a quand même des confrères de ce journaliste qui ne comprennent pas cette démarche. On a les membres de la famille du journaliste qui ne comprennent pas cette démarche. Comme si on prenait le dossier à la légère. Comment le procureur peut rentrer en Guinée le même jour où le procès doit reprendre? Comment ça s'explique? Bon, il est mieux placé que quiconque pour répondre à cette question. Mais ce qui est sûr, en tant que partie civile, parce que je rappelle que le 5 février, un certain nombre de personnes avaient planifié l'assassinat de Bahouri au siège de l'UFDG. Dieu a... Vous en êtes sûr? J'en suis certain. Dieu a décidé que Bahouri vive, mais malheureusement, le journaliste Mohamed Koula a reçu la balle qui était destinée à Bahouri. Il faudrait que toute la lumière soit faite autour de cette tragédie et que les commanditaires soient connus. Parce que le garde-corps de Cellou Dalein, qui est présenté comme étant l'auteur du tir, qui est présumé innocent jusqu'à ce que le procès finisse l'instruction, n'est qu'un instrument. Un garde-corps à 200 mètres de la personne qu'il est chargé de garder
au coin d'une rue où la personne qu'il est chargée de garder est loin de cet endroit, vient tirer en direction d'une autre personne et abat une autre, il faut que la lumière soit faite autour de ça. Mais à ce rythme-là, est-ce que vous pensez que la volonté y est? C'est justement là ma question. Et je dois rappeler aussi que, parce que parfois les gens ont la mémoire courte, qu'immédiatement Cellou Dalein avait fait diffuser un communiqué pour dire que Bahouri est venu au siège, il n'a pas pu rentrer, il était tellement en colère qu'il a sorti l'arme qu'il avait sur lui, il a tiré et il a abattu le journaliste Mohamed Koula. Donc, dans la déclaration officielle de Cellou Dalein et de ce qu'il représente, ils m'ont désigné comme étant l'assassin du journaliste Mohamed Koula. Premièrement, pour cette raison, j'ai intérêt à ce que la justice fasse son travail, dans la diligence requise pour que toutes les responsabilités soient situées. Et deuxièmement, les faits ont montré que j'étais la personne qui était censée être assassinée ce jour-là. Dieu en a décidé autrement. Quelqu'un est mort pratiquement à ma place. Donc, de ce point de vue également, il faudrait que toute la lumière soit faite parce qu'il laisse une veuve et un enfant qui est à peine âgé de 4 ans maintenant. Et encore un autre report de ce procès sur l'assassinat du journaliste Mohamed Koula Diallo que beaucoup ne comprennent plus. S'il arrivait, pour terminer sur la question, puisque c'est reporté pour 2 semaines, espérons que d'ici 2 semaines, ce procureur sera bien imprégné du dossier, mais s'il arrivait encore qu'après 2 semaines, on reporte encore ce même procès pour une quelconque raison que ce soit, je veux dire, quelle devrait être la réaction des uns et des autres, que ce soit la profession à laquelle appartenait Mohamed Koula, que ce soit vous qui dites avoir été visé réellement pour être assassiné à la place de Mohamed Koula, et puis la famille biologique du journaliste, quelle devrait être en ce moment-là la démarche à mener? Parce que dans cette affaire, il y a 3 parties civiles. Je suis partie civile, la famille Koula est partie civile, les journalistes, le collectif des journalistes est partie civile. Bien. Donc, s'il s'avère que cette situation se répète, à ce moment-là, nous aviserons et nous prendrons toutes les responsabilités nécessaires pour que le tribunal fasse ce qu'il a à faire avec toute la sérénité et la détermination nécessaire. Et je répète, ce procès aura bel et bien lieu. Bien. Attendons donc de voir, dans 2 semaines, effectivement, s'il n'y aura pas une autre raison qui s'invitera pour encore reporter ce procès sur l'assassinat du journaliste Mohamed Koula Diallo. D'ici là, revenons à l'actualité brûlante et parlons de économie en quelque sorte. Vous êtes très intéressé à cette affaire d'accord financier entre la Guinée et la Chine. Depuis la Chine, la dernière fois, le gouvernement en fait a fait du boucan, du bruit autour de l'octroi ou je sais pas, un prêt, en tout cas on parle de 20 milliards de dollars pour la Guinée venant de la Chine. Vous, comment vous comprenez cette situation? Beaucoup pensent que c'est du bluff, beaucoup pensent que ce n'est vraiment pas un acquis, c'est un troc. Vous, quelle est votre compréhension du sujet? Moi je dis c'est une chance pour la Guinée. C'est une chance pour la Guinée. C'est une chance pour la Guinée. C'est la meilleure nouvelle pour la Guinée depuis très longtemps. Ah bon? C'est une possibilité à ce que la Guinée puisse sortir de ce manque d'infrastructures. La Guinée a déjà eu ses pareilles nouvelles, les nouvelles du siècle, les nouvelles de l'espoir. Le PPTE à l'époque c'était la nouvelle de l'espoir, de la renaissance, qui annonçait le paradis en Guinée. L'affaire de Rio Tinto, c'était aussi le paradis que ça annonçait, mais où on est aujourd'hui? Vous pensez encore que cette affaire de 20 milliards de dollars venant de la Chine va changer la donne? Il ne faut pas mélanger des situations qui ne sont pas comparables. La Chine a besoin de la Guinée. La Chine prépare le prochain demi-siècle et se prémunit pour s'assurer de l'approvisionnement pour son appareil industriel de minerais dont ces industries ont besoin. La Guinée a ses ressources minières. Et pour les garantir l'approvisionnement des industries chinoises en ressources minières comme la bauxite,
comme le fer et d'autres choses qui interviendront plus tard, la Chine prend les devants et dit: je suis prêt à vous permettre d'avoir un financement, un accord de crédit pour 20 ans. Entre-temps, pour s'assurer que ce sera fait, ce sont des entreprises chinoises qui vont construire les infrastructures dont vous aurez besoin. En échange, les revenus qui seront tirés de l'exploitation minière permettront de rembourser le crédit. Donc ça veut dire que c'est une aubaine qui nous est accordée pour ne pas qu'on dise pour que nous ayons les infrastructures. Une aubaine plus que pour la Chine, que pour la Guinée? Non, chacun est gagnant dans cette affaire. Nous gagnons. Nous n'avons pas 20 milliards aujourd'hui. Je rappelle que le projet de Rio Tinto en 2011-2012, il était dit que la Guinée devrait financer les infrastructures, c'est-à-dire le transguinéen qui partirait du Simandou jusqu'au niveau de Benti avec le port qui devrait être construit. Il fallait au minimum 10 milliards de dollars. La Guinée n'ayant pas la capacité de mobiliser 10 milliards de dollars, le projet n'a pas pu se faire. Et entre-temps, le cycle économique lié au fer a chuté, malheureusement. Ce n'est pas la seule raison, mais d'autres raisons ont fait que le projet n'a pas pu démarrer, c'est-à-dire l'exploitation minière du Mont Simandou. Aujourd'hui, 20 milliards pour nous permettre d'avoir les infrastructures essentielles en échange, disons, des revenus tirés sur certaines ressources minières avec des mines qui sont déjà bien ciblées pour la durée de 20 ans. C'est une grande chance. Maintenant, notre faiblesse, comme toujours par ailleurs, ce ne sont pas les étrangers qui sont fautifs. L'administration guinéenne a des tares extrêmement sérieuses qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui datent depuis de très longtemps. Et là, c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler pour qu'il y ait, dans une certaine mesure, une agence de gestion, de suivi et d'exécution des projets pour ne pas qu'on perde du temps, pour qu'on ne perde pas de l'énergie et pour que certaines ressources ne soient pas, disons, s'évaporent dans la nature, et pour avoir une expertise, une compétence pour que les infrastructures qui sont installées se répondent aux standards internationaux indispensables pour nous permettre de savoir que ces 20 milliards serviront effectivement à nous doter d'infrastructures solides, et de l'autre côté aussi, les revenus tirés de nos ressources minières ne seront pas sous-valorisés, mais valorisés à leur juste prix en examinant le contexte international qui prévaudra à ce moment-là. Nous avons besoin... Est-ce que ce n'est pas la face cachée de cette affaire, justement? On met l'argent devant, on met la somme colossale au devant de la scène. Oui, on a 20 milliards et tout, mais est-ce que c'est donné tout de suite? Est-ce que ça va impacter la vie des gens? Comment ça va être? Ce n'est pas donné tout de suite. Ce sont des explications qui manquent à l'appel. Non, il y a des montants. Par exemple, si ma mémoire est bonne, il y a à peu près 1,2 milliard de dollars qui seront décaissés au courant de l'année 2017, si ma mémoire est bonne, pour permettre de continuer la réfection de la route Koya jusqu'à Dabola, pour qu'il y ait la ligne de transport électrique Linsan-Fomi, pour qu'il y ait une université, la rénovation d'une université à l'intérieur du pays, et pour d'autres activités dont je n'ai pas... Donc en réalité c'est un troc. Hein? Peu importe. La Chine vient construire des infrastructures, encore que ce sont des ouvriers chinois qui viendront les construire, encore que c'est eux qui décideront du coût de ces infrastructures, à impacter ou à imputer dans l'argent qu'ils nous doivent. Je ne sais pas comment ça va se passer. De toutes les Il y a un flou autour de tout ça. De toutes les façons, il est prématuré dans le contexte actuel de rentrer dans ces détails, mais il est important que du côté guinéen, que l'avenir soit bien préparé à travers ce que moi je peux dire une agence d'exécution ou de suivi de projet qui rassemblera des compétences
avec un niveau de standard international, des compétences guinéennes et voire même étrangères pour nous permettre d'avoir le capital intellectuel, le capital technique indispensable pour le suivi de ces genres de projets, pour leur supervision et pour une juste... Donc ce que vous suggérez à Alpha Condé, s'il vous écoute, c'est que oui, il a reçu un gros coup en obtenant cet accord de 20 milliards avec la Chine, mais il doit être vigilant en mettant en place ce que vous appelez... Une agence comme le président Houphouët-Boigny avait créé l'agence des grands projets de Côte d'Ivoire pour permettre à la Côte d'Ivoire, de la manière la plus efficace, la plus rapide, d'exécuter de gros projets. Et tous les ingénieurs les plus performants avec des cabinets étrangers ont été rassemblés dans cette agence qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'avoir certaines infrastructures le plus rapidement possible. Et je dis aussi, une bonne partie de l'élite politique et administrative de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui viennent de ces unités des grands projets. Donc Alpha Condé doit faire de même à partir de ce... Non, c'est un exemple qui n'est pas le seul. Le président Senghor aussi avait mis à côté de la présidence ce qu'il appelait le BOM, Bureau, Organisation et Méthode. Cela veut dire des compétences nationales avec toute l'expertise de l'étranger pour assurer une performance d'une certaine administration de développement efficace. Et de là aussi, la plupart des ministres, la plupart des premiers ministres qui se sont succédés par la suite viennent de ce bureau organisation et méthode que le président Senghor avait mis en place. Ici aussi, nous devons avoir a priori des unités, des agences de ce genre pour que nos compétences soient valorisées, pour que leurs compétences soient mises en œuvre avec des compétences externes pour nous permettre d'avoir les capacités les plus efficaces, pour nous permettre de suivre de gros projets comme ce qu'on vient de souligner et d'être dans les prochaines années indépendants en termes, disons, de capacité d'expertise dans ces domaines, que ce soit minier, que ce soit financier, que ce soit fiscaux, que ce soit même, disons, de l'expertise et disons, de contrôle de projets. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, comme disent les Chinois, il faut marcher sur ces deux jambes pour avoir l'équilibre. Les 20 milliards, c'est un pied. La mobilisation des ressources intérieures et leur utilisation efficace à l'intérieur du pays est le deuxième pied qu'il faut fondamentalement renforcer pour nous permettre de marcher sur nos deux jambes. En marchant sur nos deux jambes, nous créerons un pays économiquement viable et qui sera émergent. Il ne faut pas qu'on fasse comme l'Angola qui a tout misé sur le pétrole. Il ne faut pas qu'on fasse comme le Nigeria qui a tout misé sur le pétrole. Il faut qu'on utilise aussi bien le pied des mines à travers ces 20 milliards de dollars et la mobilisation des ressources intérieures pour développer un secteur privé national performant, développer l'agriculture, investir au niveau de la paysannerie pour nous permettre d'avoir le second pied qui nous permette de marcher correctement. Et si ceci est fait, vous allez voir les 20 milliards de la Chine apporteront d'autres poussins qui seront d'autres milliards de d'autres investisseurs, puisque la destination Guinée, l'attractivité de la Guinée va se renforcer en ayant des capacités d'accueillir de gros investissements. Les routes sont là, les barrages sont là, c'est-à-dire la question énergétique est réglée, la question des transports des routes est réglée, la question des télécommunications est réglée, les infrastructures sur le plan de l'université sont en train d'être mises en place. Maintenant, le contenu, il faudrait y réfléchir pour préparer les générations à venir pour profiter le maximum possible de cet apport qui nous permettra de sortir du sous-développement. Bien. Donc en gros, il faut se dire que Bahouri se félicite de cet accord entre la Chine et la Guinée, à l'issue duquel on obtient 20 milliards de dollars. Et puis, je dois dire une chose. Oui. Il ne faut pas voir la Chine comme... c'est la deuxième économie du monde aujourd'hui. Bien entendu. La Chine, 20 milliards en Guinée, ce n'est pas grand-chose à l'échelle de la Chine. La Chine a une vision mondiale
pour être la prochaine économie leader dans le monde. Et donc... Sauf que les 20 milliards, c'est pas sur 2 ans. Donc, bien entendu, sur 20 ans. Nous, ça nous permet au moins de rattraper notre retard dans certains domaines pour aller en avant. La Chine investit, un pays comme la Suisse, mais la Chine investit plus de 100 milliards de dollars en Suisse. Donc c'est pour vous dire, Alpha Condé a réussi un gros coup, selon nos félicitations à lui et à tous et à toutes celles qui ont travaillé sur ce dossier pour permettre à la Guinée d'avoir les moyens de son développement pour les prochaines années. Bien, voyons donc comment ça va se passer dans les années à venir, si toutefois on ne sera pas déçu de ce qui résultera de cet accord. Il ne faut pas être spectateur. Il faut pas être spectateur. En tant que citoyen guinéen, vous devez vous sentir responsable de l'utilisation et de la finalité de tout cela. Ne pas dire pour cela qu'il faut qu'on observe, c'est ce que j'ai dit. Il ne faut pas observer, attendons de il voir faut ce qui être va se acteur, passer. Parce que 20 ans, dans 20 ans, qui sera le président de la République? Qui seront les ministres? Qui seront ceux et celles qui seront chargés de superviser les projets qui seront lancés à ce moment-là? C'est ce que je veux dire. Donc c'est pour vous dire, attendons de voir cette période déjà avec le décaissement de ces 1,4 milliard, qu'est-ce qu'on va faire de cela? C'est pour vous dire que c'est l'avenir qui s'engage maintenant. La Guinée est en train d'entrer dans un tournant majeur et vous qui êtes relativement jeune, vous devrez vous sentir beaucoup plus impliqué parce que c'est de votre avenir directement qui est en train d'être construit. Bien, le débat autour des 20 milliards, c'est pas encore fini. On en parlera à d'autres occasions, bien entendu, et c'est le moment pour nous d'observer la petite pause dans cette émission. On se retrouve derrière pour parler de ces deux autres sujets, notamment l'opposition qui compte reprendre ses manifestations, cette fois-ci sans relâche, et puis l'Assemblée nationale qui adopte un budget de 100 milliards pour la CENI, alors qu'elle demande autour de 350 milliards de francs guinéens. Tout de suite après la pause D, on se retrouve. Voilà, merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Toujours à mes côtés sur ce plateau, M. Baouri, premier vice-président de l'UFDG. Vous l'avez compris, il s'est fortement réjoui de ce coup réussi, ce coup financier ou ce coup diplomatique, je ne sais pas comment vous pouvez le qualifier, en tout cas, réussi par Alpha Condé en signant cet accord de 20 milliards de dollars avec la Chine. Pour lui, c'est un acquis. Et il faut donc s'en réjouir. Et puis d'autres sujets dont on va parler finalement, je parlais de celle-là tout à l'heure, l'opposition républicaine qui décide ou qui menace de reprendre les manifestations de rue à partir du 20 de ce mois. Et cette fois-ci, ça sera une série de manifestations selon eux, parce que l'accord politique n'étant pas encore respecté dans tous ses détails, au-delà, ils ajoutent d'autres réalités comme l'insalubrité grandissante de notre pays, la question d'insécurité et la mauvaise gouvernance. Quel regard vous portez une fois encore sur cette autre menace de l'opposition? Est-ce que la situation politique s'y prête selon vous? Je dois déjà dire que ce sont des enfantillages. Ah bon? Et ça manque totalement de responsabilité. Le processus politique qu'ils ont engagé est en train d'être mis en œuvre avec leur comité de suivi. La date, l'agenda que la CENI est en train de mettre en œuvre est en train d'être décliné au fil des jours. Et je dois dire, étant suffisamment bien informé, puisqu'étant très impliqué, la plupart des députés et des responsables de l'UFDG ne sont pas d'accord avec ces manifestations. Alors, quels sont ces députés de l'UFDG qui ne sont pas d'accord avec cette démarche de l'opposition de reprendre les manifestations selon vous? Laissez-moi le privilège de ne pas dire leur nom sur la place publique. Parce qu'ils sont tous derrière ces lois. Visiblement, quand il y a plénière, quand il y a réunion, ces députés sont là, ils ne disent jamais qu'ils ne sont pas d'accord. Ils font l'apologie plutôt de cette décision de l'opposition. En tout cas, moi j'ai dit à tous et à toutes celles qui me soutiennent de rester à l'intérieur du parti, d'adopter un profil bas. Le moment venu, je leur dirai le moment auquel il faudra qu'ils se lèvent. Donc vous avez des infiltrés dans les instances de l'UFDG? Je n'ai pas d'infiltrés. Vous avez des espions à l'UFDG? Je n'ai pas d'infiltrés. L'UFDG et j'appartiens à l'UFDG
Donc la grande majorité des gens qui s'y trouvent, les militants authentiques de l'UFDG, savent que nous défendons les intérêts cardinaux de l'UFDG. Donc disons que vous avez vos pions de rester, qui restent calmes. C'est la raison pour laquelle ils sont pour le moment positionnés, tranquilles. Le moment venu, ils se feront entendre. Bien. Mais on ne peut pas aussi laisser quelqu'un avec son petit clan détruire le parti et mettre la vie et les intérêts aussi bien de la démocratie et de la Guinée en jeu. Allons au-delà de l'UFDG. Allons au-delà de l'UFDG, puisque c'est la décision de pratiquement toute l'opposition de reprendre les manifestations. Je n'ai pas dit toute l'opposition, parce que voilà, il y a l'opposition républicaine dans sa majorité. Ça ne veut rien dire. Il veut reprendre les manifestations. Ça ne veut absolument Vous rien pensez que c'est inutile? C'est un enfantillage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que ça ne correspond à aucune revendication légitime et authentique. Il parle d'insalubrité. Non, le gouvernement ne fait rien. Ce n'est pas ça. Les ordures tuent les gens désormais en Guinée. Ils ont parlé d'insécurité. Ça, c'est une réalité. C'est le paravent parce qu'ils ne peuvent pas dire la vérité. Et la vérité, c'est parce qu'il y a le procès de Mohamed Koula, l'assassinat de journalistes et la tentative d'assassinat sur ma personne. Ça, c'est lié à l'UFDG et non à l'opposition. Comment toute une opposition peut vouloir manifester pour empêcher le procès de Mohamed Koula? Mais cette opposition républicaine, beaucoup sont à la remorque de Sellou. Ils sont à la remorque de Sellou. Donc cette démarche de manifester pour vous, c'est pour intimider la justice? C'est pour intimider la justice et leur faire croire, si vous me touchez, le pays sera à feu et à sang. Mais il ne pourra pas réussir parce que la justice fera son travail. Et cette menace de manifester pour vous est de l'enfantillage, une fois encore, comme vous le dites, sauf qu'ils entendent bien la reprendre à partir du 20 et peut-être rendre le pays ingouvernable tant qu'Alpha Condé n'applique pas les accords et n'améliore pas la situation des Guinéens comme ils l'ont dit. Attendons de voir. Parlons d'un autre sujet pour terminer. J'ai parlé de l'Assemblée. Il y a eu la session extraordinaire qui a été clôturée hier. Et quand on parle de l'aspect élection, par exemple, on attendait au sortir de cette session extraordinaire que l'Assemblée intègre le budget proposé par la CENI qui tourne autour de 350 milliards de francs guinéens. Hélas, on a appris que la CENI, que la majorité des députés ont voté 100 milliards pour la CENI. Pour vous, est-ce que c'est le signe de la mauvaise volonté du camp présidentiel qu'on tienne ces élections durant cette année 2017? Bien, soyons francs et expliquons à la population un certain nombre de choses. Le code électoral qu'ils ont adopté a été promulgué au mois d'août 2017. La convention et de la bonne gouvernance de la CEDEAO indique que dans un pays de la CEDEAO, si vous procédez à une modification majeure d'un aspect lié au processus électoral, pour qu'il y ait équité entre tous les acteurs, il faut attendre 6 mois. Si le code a été amendé, a été promulgué au mois d'août, les 6 mois nous amène au-delà de 2017? Nous amène déjà au-delà de 2017. Ça, on le sait, parce que même l'avant-projet de programme que la CENI a proposé hier au comité, va au-delà de 2017. On parle du budget d'abord. Le budget, quand même. Je réponds à votre question. Donc, que les élections n'aient pas lieu en 2017 est déjà acté. Bien. Les élections ne peuvent pas avoir lieu en 2017, même s'il y avait le financement complet. Bien. Parce qu'il fallait respecter un principe qui a été ratifié par l'État guinéen. Bien. Donc, les élections auront lieu au courant de l'année 2018. Maintenant, par rapport au budget, il faut que les Guinéens comprennent. La loi rectificative du budget de 2017, vous savez, le budget de 2017 a été adopté et voté en octobre 2016. Dans ce cadre, il n'y avait pas une allocation budgétaire pour la CENI dans le cadre des élections.
c'est ce budget qui a été modifié à travers une loi rectificative des finances qui accorde 100 milliards au titre de l'exercice 2017 à la CENI. Comme les élections n'auront pas lieu en 2017, cela veut dire que la CENI dispose déjà de 100 milliards pour commencer à s'activer dans certaines de ses dépenses. Le budget de 2018, qui doit être examiné par l'Assemblée nationale à partir de la session budgétaire d'octobre 2017, devra apporter des compléments pour le financement des élections. Donc, c'est un faux problème que certains veulent évoquer à ce niveau-là. Et moi aussi, donc pour vous, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de mauvaise foi, il n'y a pas de mauvaise volonté. Non, il y a la technique, il y a la justification budgétaire, il y a un processus qui est engagé. Et aussi, pour être plus sérieux que cela, 300 milliards et poussière que la CENI réclame. 350 milliards. 350 milliards. En tant que responsable, je souhaiterais que la CENI fasse l'inventaire des biens qu'elle a pu accumuler durant ces dernières années. C'est-à-dire bien... En termes de kits, en termes de bureaux de... comment vous appelez ça, tous les équipements, tout le matériel électoral qui a été acheté, aussi bien pour 2010, aussi bien pour 2013. En principe, ce matériel existe quelque part. Il doit y avoir un certain nombre de stocks. Le stock doit exister et il n'est pas nécessaire de dépenser encore pour un stock existant déjà. Donc, il faut faire l'inventaire du matériel électoral existant pour qu'on soit sérieux. Par exemple... Vous pensez que ce budget est un peu faramineux? Non, je ne suis pas un gestionnaire au niveau de la CENI, mais je dois dire qu'il faut qu'on fasse un travail plus systématique, plus sérieux. Donc, il faut que l'inventaire soit fait. Il y a aussi une crise qui a existé au niveau de la CENI. Bien entendu. Où on a dit que l'ancien président de la CENI a fait disparaître, entre guillemets, 200 et quelques milliards qui étaient accordés à la CENI dans le cadre de l'exercice de l'élection présidentielle 2015. Mais pour les deux tours. Si on veut être sérieux, mais en tant que parlementaire, l'Assemblée nationale doit exiger une enquête parlementaire. La loi de la réglementation, la loi de règlement pour savoir où est le reliquat. Bien. Qu'est-ce qui a été fait de ces montants? Et la CENI actuelle doit faire l'audit de la gestion antérieure pour ne pas qu'on reprenne toujours les mêmes et qu'on tourne la page avec des déficits, avec des justifications qui ne se justifient pas. Donc c'est pour vous dire que la bonne gouvernance, c'est une exigence de clarté, c'est une exigence de rigueur, et lorsque vous proposez un budget, il faut que ceux qui doivent voter le budget ne se contentent pas de dire oui, on vote, on doit connaître ce qui existait. Qu'est-ce qu'on en a fait? Et donc, vous pensez qu'il y a du matériel électoral recyclable bien pour entendu, les prochaines échéances que dont parce on que doit, sinon, vous imaginez 300 milliards 300 et quelques milliards. 350 milliards. C'est trop? Moi, je trouve que c'est faramineux. Bien. Mais si ça vaut le coup d'organiser des élections qu'on veut transparentes, claires, sans faille, il faut avoir les moyens de sa politique. C'est ce que je crois. Maintenant, non, la quantité financière... Est-ce qu'il n'y a pas eu d'élection plus chère que ça? Plus coûteuse que ça? Regardez, les élections en RDC... Parce qu'on y va jusqu'à la base. Les élections en RDC, il y a quelques années, ont été les élections les plus chères au monde en rapportant le budget au nombre d'électeurs. Donc, il y a le processus électoral en Afrique, c'est devenu la vache à lait où on puise, où on s'enrichit impunément. Bien. Il faudrait qu'il y ait un audit systématique pour que le processus électoral se fasse dans les délais. Bien. Pour ne pas qu'on enrichisse uniquement des gens et après on dit on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent et les élections ne se font pas, des gens s'enrichissent
et les infrastructures indispensables dont le pays a besoin ne sont pas financées. Donc ce que vous voulez dire, il n'y a pas péril en la demeure. Si à l'occasion de cette session extraordinaire, on a adopté 100 milliards pour la CENI, elle peut commencer déjà le processus avec ces 100 milliards. À l'occasion de la session budgétaire d'octobre 2017, on pourrait donner le reliquat si c'est justifié notamment. Bien entendu. Il faut ces sommes. Et je pense que c'est ce que le président de la commission ECOFIN de l'Assemblée aussi a dit quand il intervenait effectivement hier chez nous dans l'émission Tour de l'actu. Voilà comment nous arrivons donc à la fin de cette émission, à moins que vous n'ayez un message particulier à tous ces fans de Baouri, à l'endroit d'Alpha Condé que vous saluez tant pour sa récolte de 20 milliards de dollars en Chine, et bien entendu pour les membres du mouvement UFDG Renouveau avec Baouri. Vous avez une minute là-dessus. Merci. D'abord, je remercie tous ceux et toutes celles qui continuent de m'accompagner dans notre quête de clarté par rapport à l'assassinat du journaliste Mohamed Koula et la tentative d'assassinat sur ma personne. Ce n'est pas parce que j'ai des problèmes particuliers avec quelqu'un, mais dans un pays, il faut dire halte à l'impunité. Il ne faudrait pas que certains utilisent la violence pour réduire la démocratie et étouffer tout processus de changement. La Guinée a connu ça depuis l'indépendance. On en a assez, il faut rompre. Ça, c'est un. Deuxièmement, je dis aux jeunes, c'est vrai que la situation est difficile, mais prenez courage, préparez-vous à aller aux compétitions communales. Vous avez la chance d'être les prochains maires de nos villes et de nos petites villes. Ne vous laissez pas intimider. C'est par vous que le changement pourra se faire. Donc allez-y. Je m'adresse à tous et à toutes celles qui sont des régions minières comme des régions des campagnes. L'avenir est possible, il faut y croire. Merci. Voilà donc M. Ba, merci d'être passé dans cette émission. À très bientôt. Merci. Merci de votre fidélité, de votre attention. On se retrouve demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez bien soin de vous et au revoir.